ufenua. Manutei. Manutea. Arere natane atua. Manuwewe hau. Manuwewe aroha. Manuwewe heru. Faho tuita ufenua. Fatu kuita uaya. Yaora to ununa. La légende de Manutea, c'est le dieu de la mer, Rahuhatu, avec le dieu des vents, qui ensemble vont générer une énorme vague à travers le Pacifique. Et cette vague va engendrer un oiseau blanc qu'ils vont appeler Manutea. Cet oiseau blanc au-dessus du Pacifique va devenir le protecteur de l'océan et en même temps surtout le protecteur des navigateurs. Superbe légende qui permet justement de comprendre maintenant pourquoi les navigateurs polynésiens, pendant 5000 ans, ont réussi à atteindre cette terre majestueuse de la Polynésie, de Tahiti et de Moorea, grâce au soutien de cet oiseau blanc qui était Manutea. L'histoire de la migration des peuples dans le Pacifique offre une profonde immersion dans l'histoire des Lapita, navigateurs et agronomes audacieux, partis de Taïwan à bord de pirogues doubles. Leur voyage n'était pas seulement celui de la découverte, mais aussi de la transmission de connaissances agricoles essentielles. En transportant avec eux une variété de fruits et de légumes, les Lapita ont non seulement assuré leur propre survie en mer, mais ont également façonné le paysage botanique des îles qu'ils découvraient. À travers les plantations de manioc, taro, canne à sucre et arbres à pain, ces voyageurs ont laissé un héritage agricole durable dans tout le Pacifique. La migration austronésienne a commencé il y a à peu près 5000 ans au départ de Taïwan. Donc ça a migré vers les Philippines, vers l'Indonésie, ensuite le Pacifique à la Papouasie et ainsi de suite. Donc ça n'a pas été que les navigateurs et le mouvement des populations, mais ça a aussi été la migration des plantes et des animaux. Donc on peut répertorier à peu près une trentaine de plantes, voire une quarantaine de plantes qui ont migré depuis l'Asie jusqu'à s'étendre dans tout le Pacifique. Donc toutes les plantes qu'on a finalement dans nos forêts, la majorité viennent de nos ancêtres navigateurs, mais aussi certains animaux comme le cochon, le poulet, le chien et puis même le rat aussi. Donc voilà, c'était toute une civilisation, mais c'est toute une science de l'agriculture, toute une science de l'élevage, et voilà, c'est tout ça qui s'est développé dans le Pacifique. Et sinon, au niveau de l'histoire, la migration austronésienne, donc nos ancêtres polynésiens, c'est la plus ancienne migration océanique, donc bien avant les premiers navigateurs qu'on connaît comme les Vikings ou les Européens, comme les Anglais, les Français, les Espagnols. L'immigration, c'est une fois qu'on arrive, on plante, on fait pousser ce qu'on a besoin aussi comme ressources. Donc c'est pas que la nourriture, mais aussi les ressources, on va dire en bois pour voir la construction. Parce que nos pirogues à voile commençaient à être fatigués, donc il fallait pouvoir attendre quelques dizaines d'années pour réavoir du bon bois pour la construction des nouvelles pirogues à voile. Donc il fallait pas, c'était pas ceux qui arrivaient qui repartaient, c'était plutôt les enfants ou les petits-enfants des arrivants qui repartaient vers de nouvelles terres, de nouvelles découvertes, quoi. Aujourd'hui, l'image emblématique de la pirogue double, représentée sur les timbres du Pacifique, témoigne de l'importance historique de ce symbole et de la richesse de la culture polynésienne. Une odyssée humaine et botanique qui a façonné un héritage persistant dans le vaste océan du Pacifique, créant un triangle polynésien.
J'ai toujours vécu sur l'eau un peu avec mon père et il nous a appris à faire du surf, à pêcher. On habitait sur un petit mouton et on a décidé de fabriquer une petite pirogue pour pouvoir aller au bord. On a d'abord mis des voiles de windsurf sur la pirogue de pêche et on a vu que ça marchait et j'ai commencé à faire des pirogues de plus en plus grandes. Donc c'était toujours pour aller vers quelque chose et c'est le vent qui décide de nous amener là où il veut. Alors, la navigation sensorielle, c'est la navigation avec plusieurs éléments. Ce n'est pas que l'observation des étoiles et du soleil, mais c'est aussi le vent, la houle, les vagues, l'observation des nuages, forcément les étoiles la nuit et le soleil au lever et au coucher. Alors, la lecture des éléments, c'est d'abord l'apprentissage. Donc, depuis le plus jeune âge, c'est observer les éléments. Donc, observer le vent pendant plusieurs périodes de l'année, parce que les vents sont changeants tout au long de l'année, il y a les différentes saisons des vents. Par rapport aux étoiles, même les étoiles ont des calendriers donc spécifiques, on peut les observer pendant la nuit, mais c'est aussi connaître leur position, c'est connaître aussi leur chemin dans le ciel, et à quel endroit elles vont se lever ou se coucher. Par rapport au soleil aussi, il y a des différentes périodes aussi, donc en fait c'est pas que aller naviguer, c'est surtout observer en amont, les étudier, les comprendre, les retenir, les mémoriser, parce que c'est ça la navigation sensorielle, c'est la mémorisation des éléments, et après ensuite les appliquer en navigation, donc c'est toute une science à développer, quoi. Le lagon de Moorea est l'écrin d'une île à vocation agricole et touristique. Son fruit emblématique est l'ananas, qui porte le nom de Queen Tahiti. Mais depuis peu, on s'intéresse de nouveau à une autre ressource agricole, la canne à sucre. On fabrique notre rhum avec une canne qui est présente sur le sol polynésien depuis plus de 1000 ans. C'est une canne qui a vu le jour il y a très longtemps, environ 1500 ans avant Jésus-Christ. On estime que c'est certainement en Nouvelle-Guinée. Et les premiers hommes qui sont venus poser leurs pieds sur le sol polynésien sont venus avec ces cultivars de canne à sucre. Et elle est restée cultivée dans les jardins en Polynésie pendant des siècles et des siècles. Et elle n'a jamais été hybridée. Donc c'est une canne qu'on retrouve à l'état originel. C'est le même profil génétique que lorsqu'elle est arrivée en Polynésie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette canne a été exploitée partout dans le monde jusqu'au 19e siècle. Et donc cette canne, c'est la Haut-Tahiti, qui est une base de nos rhums agricoles. Alors pourquoi cette canne à sucre millénaire n'a pas été exploitée plus tôt? Pour cela, il faut remonter à 1818. À l'époque, le roi Pomaré II rencontre le capitaine d'un navire américain qui lui dit que si la plantation sucrière réussissait, les riches de la Nouvelle-Galles du Sud viendraient pour prendre possession de son île ou asservir son peuple. Le roi décide alors de s'opposer fermement au projet sucrier, malgré le fait que toute la baie de Punouou ait déjà été plantée. Les écrits de la London Missionary Society rapportent même les propos du roi, qui s'expriment en ces termes. La plantation peut rester à Moorea et pourrir sur pied. Aujourd'hui, le spectre de l'industrie sucrière ne met plus en danger la population polynésienne, puisque désormais c'est pour partager un produit d'exception que cette économie se met en place. Après la coupe de la canne à sucre, elle est réceptionnée à la distillerie où elle est pressée dans notre moulin en une fois, sans ajout d'eau. Qui va nous donner donc un pur jus de canne qu'on va mettre en fermentation avec des levures qu'on a sélectionnées. Et au bout de 4 jours, on obtient un vesou qui va être transféré dans notre alambic. On a la chance d'avoir un magnifique alambic Holstein qui est composé d'une bouilloire bain-marie
vapeur surplombée d'un magnifique chapiteau, d'un col de cygne et d'une colonne de rectification. En sortie alambique, on obtient un rhum qui coule à peu près à 80 degrés et qui va être mis dans des cuves inox de repos pendant minimum 3 mois. Passé ce temps, il va être réduit puis transféré dans des barriques de chêne français et chêne américain. En 2015, on sort notre premier rhum blanc, nos premiers rhums blancs, avec une déclinaison à 50% et une autre à 40% de teneur en alcool. Et dès la fin de l'année 2017, on approche un distributeur sur le marché métropolitain, la Société du Gard, qui va exploiter ce filon-là du rhum polynésien et du rhum Manutea sur le marché français, qui est un marché mature et qui connaît bien le rhum agricole parce qu'ils ont l'expérience des rhums de Martinique et de Guadeloupe. Et c'est en 2018, notre première participation au Rhum Fest, qui est la grande messe du rhum sur le marché européen, que notre rhum blanc agricole à 50 degrés est récompensé d'une médaille d'or. Et ce concours et cette médaille ont véritablement lancé l'aventure de nos rhums Manutea. Donc voilà, on a deux potentiels de groupe de fût, le A et le C. Le B, on réfléchit ça. Là, on est dans la salle de réunion, mais qui pour nous est devenue une salle de dégustation principalement en attendant le développement du site. C'est vrai que c'est une pièce primordiale dans la gestion de nos rhums. C'est là où tout se décide et c'est là où l'avenir du produit est décidé justement. On évalue l'œil au niveau de la brillance et de la couleur. Ensuite, on passe sur le nez, où là, on a une première impression sur la complexité du produit. Sur la bouche, on évalue également l'intensité, voir s'il y a de l'acidité ou si c'est un peu salin ou pas. Pour le C, j'ai un nez très agréable, j'ai ces marqueurs que j'aime moi, chez les rhums Manutea, le côté anisé, révisé, gelé au nez. Il y a plusieurs espèces de cannes que l'on appelle des cannes nobles, et donc chaque espèce a un profil aromatique différent. Qui est très intéressant et notre boulot c'est de choisir ces profils aromatiques, de les assembler pour essayer de trouver le profil qui correspond à nos rhums Manutea. J'ai une bonne longueur en bouche, ce verre-là il a du potentiel, peut-être avec un tout petit peu de repos et un petit peu d'aération on sera bien quoi. Avec l'expérience, avec le travail du palais et du nez, on arrive à trouver une solution finale qui nous paraît, pour nous tous ici, la solution idéale pour l'avenir du produit. Et ce qui est franchement le plus fort, c'est qu'on a trouvé des caractéristiques propres à nos rhums Manutea. Et c'est ça qui compte. Garder notre identité, et ça, on l'a tous très très bien compris. C'est grâce à ces rencontres collégiales que la gamme Manutea s'enrichit. Grâce à Manutea, dans les années 900 après Jésus-Christ, et cette terre riche a pu justement permettre de faire en 1818 la première terre de canne à sucre dans tout le Pacifique, ici dans la vallée d'Opunohu. Donc Manutea est bien né autour de cette pirogue double, autour de cette légende Manutea, et c'est pourquoi je vous dis Manuia.